Bonjour Anne Leheuf, Bonjour André. c'est un plaisir avoir vous ici pour un nouvel entretien des cycles des humanités, idées et débats en philosophie et sciences sociales, ainsi que nous faisons déjà il y a 7 ans. Votre entretien est l'entretien de nombre 23 des cycles des humanités, euh, autour de la thématique de 2025, guerre ou paix. Nous avons quatre rencontres dans le cycle de 2025. Les premières rencontres a été sur le thème Au monde en guerre, avec une approche à partir des relations internationales, la question du politique. Après, nous avons fait les deuxièmes rencontres sur le thème la littérature en armes, une réflexion sur comment la poésie, la littérature ont réfléchi sur l'expérience de guerre. Dans ce contexte, nous avons fait un entretien avec Naila Chidiac autour du livre L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature, un livre publié en 2025. Et donc, nous avons fait les troisième rencontre qui guerre faire l'homme et l'entretien avec vous, cet entretien autour de ce thème. Il y a beaucoup de questions sur cette question. Pourquoi les hommes font-ils la guerre? Quel est l'impact des guerres sur les humains? Les guerres ont-elles toujours existé ou sont-elles apparues à un moment précis de l'histoire? Existe-t-il des sociétés en paix totale où les guerres sont-elles intrinsèques à la nature humaine? Et voilà. Nous avons fait cet entretien autour de votre livre Par les armes, Les jours où l'homme inventait la guerre, un livre publié en 2018. Et nous pouvons commencer en vous écoutant euh, comme une chercheuse, une professeure spécialiste de la métallurgie antique avec des recherches sur l'âge du bronze en Europe, ainsi que sur la méthodologie, l'histoire de l'archéologie. Quel est votre parcours jusqu'à cette thématique de la guerre et de l'origine des guerres? S'il vous plaît, quelles sont votre interlocution avec autres archéologie et autres spécialistes en archéologie, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour la question. Alors, la première réponse, c'est qu'en fait, la guerre est venue à moi et non pas moi à elle, puisque je n'ai pas choisi au départ cette thématique de la guerre. Moi, ce qui m'intéressait, donc j'ai une triple formation, une formation d'historienne, une formation d'archéologue, on va dire classique avec une expérience de terrain, et une formation d'archéométallurgiste en laboratoire. Et en fait, ce qui m'intéressait au départ, c'était l'artisanat des alliages cuivreux, l'artisanat du bronze. Dans mes premières expériences de terrain, en Bourgogne, j'ai fouillé un artisanat de bronzier. En Italie également, j'ai fouillé des artisanats des lieux de fabrication de la métallurgie, avec des belles rencontres. Michel Pernaut pour le laboratoire, Anna Maria Bietti-Sestieri en Italie à Fratesina, un, un site du bronze final. Jean Dubos, qui est un artisan bronzier. Donc, moi, dans ma formation, j'ai travaillé avec des gens d'horizons assez différents. Et ça m'a beaucoup enrichi d'avoir cette expérience multiple et ces très belles rencontres. Et vraiment, ce qui m'intéressait, le cœur de ce qui m'intéressait, c'était les artisans, c'est-à-dire rentrer dans la matière, essayer de comprendre les chaînes opératoires. Donc, évidemment, les travaux d'André Leroy-Gourand sur ce concept de chaîne opératoire. Et puis, en rentrant finalement à l'intérieur des objets, essayer de comprendre comment ça avait été fabriqué, pourquoi, par qui, dans quel type de société. C'était ça mon intérêt premier.
Et à force d'étudier des armes, eh bien évidemment, il y a un moment donné où je me suis dit, mais ces armes, ce sont des états technologiques et c'est très intéressant. Parfois, c'est même très beau. Et en même temps, ce sont des outils, des objets servis à faire la guerre. Et donc, c'est comme ça, d'une certaine manière, que moi, je suis entrée en guerre, d'une certaine manière, en tout cas que j'ai rencontré ce sujet de recherche. Parfait. Et dans ce contexte de réflexion sur la guerre, l'origine de la guerre et la matérialité de la guerre euh, existant dans le contexte de matériaux, de l'artisan, de l'artisanat. Et avant d'entrer dans cette question, vous avez fait beaucoup de réflexions sur la nature de l'archéologie et les relations de l'archéologie avec l'histoire, avec l'ethnologie, euh, avec une discussion très forte sur les carcans euh, dans les réflexions sur l'histoire de l'Europe, la nature de l'histoire, de l'archéologie. Pouvez-vous parler un peu sur votre position sur l'archéologie et comment cette investigation, c'est une position autour de la méthodologie de l'archéologie et des relations de l'archéologie avec les autres sciences qui est très important pour reformuler la conception de notre histoire. Alors pour moi, en fait, l'archéologue, en tout cas l'archéologue que je suis, moi, est une historienne. Je ne peux pas dissocier les deux. À partir du moment où on regarde le passé, où on essaie de le comprendre, puisque c'est quand même notre objet d'étude, c'est de comprendre le passé. Et pour essayer de comprendre, on fait donc des enquêtes, et ces enquêtes, on les fait à base de sources documentaires. Et finalement, sources documentaires matérielles de l'archéologie ou des sources textuelles que l'on peut avoir pour des périodes plus récentes, pour moi, tout ça, c'est histoire. C'est une documentation qui à la fois est intéressante parce qu'elle donne des éclairages, elle est lacunaire, il manque des choses, euh, et puis parfois elle fait un petit peu des concentrations sur certains aspects. C'est-à-dire que je sais pas, on va avoir plein d'épées, et puis on va pas avoir les lieux de fabrication des épées. Donc on a une espèce de déséquilibre entre différents éléments qui vont composer une histoire et un récit. Et donc il faut qu'on fasse avec tout historien, quel qu'il soit, quelle que soit la période, quel que soit le sujet. Il faut travailler avec ces biais, avec cette vision un petit peu euh, tordue, j'allais dire, et avec des trous dedans, des pleins, des trous. Et donc, l'appareil critique de l'histoire permet d'appréhender en fait ces questionnements. Et puis, évidemment, c'est très intéressant de confronter les travaux que l'on peut avoir en archéologie avec ce que d'autres en anthropologie peuvent voir, parce que là, c'est encore un autre regard, c'est encore une autre documentation. Et j'ai tendance à penser qu'on est plus intelligent quand on dialogue, quand on réunit les points de vue quand c'est possible. Après, faire de l'anthropologie, par exemple, du paléolithique, c'est compliqué parce qu'on n'a plus de... Enfin, voilà, confronter, on ne peut pas faire de confrontation. Donc là aussi, on a des biais. Donc moi, je suis très partante pour croiser les points de vue, pour croiser les regards, et en même temps toujours avoir une vigilance, un esprit critique sur ce qu'on fait, en se disant qu'il nous manque des choses, et que en plus, notre regard il est conditionné par ce que nous sommes, par de là où d'où venons-nous, d'une certaine manière. Moi, je suis une Française, européenne, grandie dans un certain milieu. C'est évident que mon esprit, même si j'écoute beaucoup les autres, je lis beaucoup les autres, va avoir été d'une certaine manière formé, pas formaté, mais formé. Il y a un bagage intellectuel et de connaissances dans un certain. Donc, moi, quand je regarde la documentation archéologique, je me dis attention, faut se méfier. Peut-être que c'est mon regard à moi, de thèse européenne du XXIe siècle, qui voit les choses de cette manière. Et donc, attention. Euh,
voilà, à ces possibles erreurs que nous formulons, parce que ces sociétés du passé, elles ne sont pas nous. C'est forcément quelque chose de différent. C'est forcément une altérité qui n'est pas toujours forcément facile à percevoir. Quand on a une épée, on se dit, ben, voilà, l'épée de l'âge du bronze, elle ressemble à l'épée du 21e siècle. Donc c'est pareil. Ben, peut-être que pas, c'est pareil. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment moi j'aborde ces questions-là. Dans l'approche des questions sur la guerre, l'origine de la guerre, il y a, avant d'entrer dans les discussions proprement, euh, une question conceptuelle qui est très importante pour formuler dans le contexte d'un public qu'il n'y a pas une initiation sur l'archéologie. Vous préférez le concept de proto-histoire qui est différent des pré-histoires, les sociétés préhistoriques. Et vous faisiez aussi une discussion, une datation de l'archéologie, de paléolithique, néolithique, l'âge du métal, l'âge du bronze, l'âge du fer, qui sont les périodes très important pour votre livre. Pouvez-vous parler un peu sur cette question? Pourquoi société proto-historique et quelles sont les périodes qui sont approchées pour votre investigation? Alors, en fait, la question de ces mots, c'est la question des terminologies que l'on utilise pour désigner les périodes. Et ces terminologies, elles ont deux aspects. Elles sont intéressantes et utiles parce qu'elles permettent d'essayer de définir de quoi on parle. Et c'est une habitude qu'on a pris d'essayer de classer comme ça les périodes, de donner des noms qui vont correspondre à un cadre spatial, temporel. Nous, nos périodes, elles ont été construites en Europe, en Scandinavie, 1836, par le premier directeur du musée de Copenhague, Christian Jurgensen Thomsen, qui en 1836 a formalisé âge de la pierre, âge du bronze, âge du fer. Et dans le 19e siècle, on est dans un siècle très dynamique en termes de découverte, en termes d'innovation archéologique, de recherche. On fait beaucoup de découvertes et on veut nourrir, construire cette archéologie. Et puis, en 1865, dans les années 1860, on se rend compte que ça suffit pas, ce qu'on a trois périodes, ça suffit pas, donc on va subdiviser en paléolithique et néolithique le premier temps. Hum, La proto-histoire, c'est une histoire assez française de naissance qui se passe à la fin des années 80. Alors ce serait très long à expliquer, mais pourquoi est-ce que moi je l'utilise? Ça vient du fait, donc c'est un préhistorien, Gabriel de Mortillet, qui le premier met en place, utilise ce terme. Et ça se place dans une querelle qui est en fait une querelle, c'est amusant, de refus de l'âge du bronze. Bon, bref, le terme a été inventé dans ces années-là, et moi je trouve que c'est intéressant de l'utiliser. Il est tout aussi imparfait que préhistoire, parce que préhistoire, ça nous donne à penser que bah, on n'est pas dans l'histoire. Or, à partir du moment où dans le passé où il y a des humains qui sont en société, ça n'existe pas des temps qui sont hors de l'histoire. Donc le terme de préhistoire qui a été adopté à Paris en 1867, bah, lui-même, il n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Parce que ça nous laisse comme si on est avant l'histoire. Et proto-histoire, on est toujours avant, mais dans un entre-deux. En même temps, et c'est pour ça que ce sont des mots parfois utiles, c'est-à-dire que en France et dans beaucoup de régions du monde, on a, enfin en tout cas en Europe, on a classé les périodes en quatre périodes. On a l'Antiquité, le Moyen Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Et puis ben, avant, c'est pas très bien. Il y a une espèce de préhistoire un peu floue. Et du coup, le fait d'imposer ou de militer pour une préhistoire, pour une proto-histoire, c'est aussi militer pour une histoire, au moins du point de vue de l'Europe, qui a au moins six périodes et pas simplement quatre. Et comme on sait que l'histoire de l'humanité sur la durée
c'est 98% entre la préhistoire et la protohistoire, entre le début de l'humanité et aujourd'hui. Bah, c'est pas mal si on a deux grandes boîtes pour ranger cette première histoire de l'humanité au sens le plus large. Voilà un petit peu mon utilisation en fait de cette terminologie, tout en sachant pertinemment que c'est absolument pas parfait et qu'on peut toujours discuter en disant mais voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ok, mais par rapport à l'Antiquité, ça allonge le temps en fait. Ça lui permet de l'étoffer, de lui donner plus d'ampleur. Et donc en ce sens-là, je trouve que c'est utile. Dernière chose quand même, ce terme de protohistoire, moi je le fais commencer en fait avec une rupture majeure qui n'est de la question du texte ou de l'écrit, mais qui est celle des mutations économiques majeures qui arrivent avec les néolithisations. Mhm, Donc oui. pour moi la protohistoire, c'est vraiment, c'est néolithique, âge du bronze, âge du fer. Et vous mentionniez tout à l'heure Jean Guilaine. Voilà, Jean Guilaine utilise cette même définition de la protohistoire parce qu'effectivement, si on cherche des ruptures fondamentales, même si c'est pas une révolution au sens un instantané, parce que ça se passe dans une certaine durée, avec une certaine asymétrie, enfin voilà, on est dans une certaine lenteur, et puis les modèles à l'échelle de la planète sont pas les mêmes partout. Il n'empêche que voilà, c'est important et c'est un temps qui concerne le monde entier, ce temps des néolithiques. Dans ce contexte, il y a une découverte du sauvage autochtone dans l'histoire de l'Europe. É, e cette découverte, ou apparition du sauvage autochtone a partir de recherches archéologiques, de découvertes, de formation de fouilles archéologiques. Dans ce contexte, il y a aussi une reformulation des réflexions ethnologiques sur la guerre. Il y a une évolution de l'archéologie dans le contexte européen et aussi une évolution de la discussion sur la guerre dans les sociétés étudiées pour les ethnologues. Dans ce cas, il y a des reformulations sur la fonction, les lieux de la guerre dans les sociétés des ethnologues. Eh, Comment pouvons-nous penser un peu sur cette question qui est formulée pour vous dans un chapitre sur les théories de guerre, les représentations de guerre, les lieux de guerre dans les sociétés étudiées pour les ethnologues, les lieux de la guerre dans le contexte de l'histoire européenne. Alors les ethnologues, enfin la question de la guerre, en fait, elle a une espèce de fluctuation en fonction des recherches, en fonction du contexte. On voit bien que c'est un sujet très, comment dire, très dynamique. Alors aujourd'hui, c'est un sujet très dynamique. En archéologie, ça a été un sujet assez invisible pendant pas mal de décennies, ou en tout cas visible de manière très hétérogène. Ce n'était pas un sujet en tant que tel, beaucoup moins que, par exemple, chez les antiquisants qui s'intéressaient au monde grec, où là, on avait vraiment l'impression que c'était un sujet. Les ethnologues, c'est très variable. Au XIXe siècle, on a vraiment une confrontation entre le mythe du bon sauvage, les théories de Rousseau, et puis le mythe du sauvage finalement agressif et violent par nature, que la société va en quelque sorte civiliser, sur la base des visions de Hobbes, qui sont toutes les deux des visions plus anciennes que les découvertes archéologiques du XIXe siècle. Le XIXe siècle, on va trouver une espèce enfin, les deux vont se trouver confrontés. On a quand même plutôt la position. Enfin, on a à la fois hein, le mythe du bon sauvage. Je pense aux stations lacustres, par exemple, où on va avoir une vision assez idyllique. On a des peintures des populations lacustres, donc ces populations néolithiques et de l'âge du bronze dans le monde alpin, de sociétés qui vivent au bord du lac. Alors, on les voit parfois au bord du lac, sur le lac, et avec une confrontation avec les grandes expéditions et d'autres populations contemporaines.
on va les voir comme des espèces de peuples, oui, très pacifiques, allant juste à la chasse, mais sinon, on a des peintures très romantiques qui sont presque drôles. Et puis, à l'inverse, on a une vision aussi de la préhistoire, du paléolithique, assez misérabiliste, comme si ces mondes-là étaient des mondes très démunis, avec presque rien. Les représentations, c'est des hommes à moitié nus. Et alors là, pour le coup, ils sont très violents. Euh, c'est les peintures du 19e où on voit des attaques à la hache dans le fond des grottes. Voilà. Tout ça avec des schémas un peu primaires. Et aujourd'hui, on a une réflexion qui est plus nuancée, plus intéressante, avec des confrontations pour dire la guerre existe dans de nombreuses sociétés, mais de manière complexe. C'est pas un sujet simple. Ça existe depuis très longtemps. C'est intégré au mode de fonctionnement des sociétés, pas de manière primaire, basique, caricaturale comme on a pu le faire. C'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus intéressant du coup d'aborder ces questions-là sous cet angle-là. É, e dans un moment do livre, que é o moment principal, é, vous passez pour les questions sur les preuves matérielles sur l'existence de la guerre dans une société proto-historique, faire une investigation sur quelles sont les choses que les métals parlent sur la guerre, et faire un inventaire aussi à la Prévert les armes utilisées dans la guerre. Et la question qui fait l'orientation de la recherche est comment se sont comportés nos ancêtres et comment ont-ils inventé la réalité d'une violence qui est plus en plus organisée, struturante, qui é uma questão très importante, qu'il y a une différence entre violence et guerre, que vous parlez et faire une conceptualisation de la différence. Pouvez-vous parler un peu sur ça, la question de l'organisation de la guerre matérialisée dans les armes? Comment avez-vous reconstruit les indices, les traces de la guerre dans des matériaux archéologiques? Alors en fait, cette question, elle recoupe ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'artisanat. C'est-à-dire que à force de voir des armes, je me suis effectivement intéressée à leur utilisation fonctionnelle, potentiellement fonctionnelle, et pas simplement symbolique. On dit voilà, forme de pouvoir. Oui, en même temps, il faut peut-être aller plus loin. Et j'ai trouvé que c'était intéressant effectivement de me dire ben, avec cette métallurgie des alliages cuivreux, qui est mon sujet principal d'étude, eh bien, on voit la naissance d'objets particuliers qui naissent en métal et qui deviennent véritablement fonctionnels. Ce sont des objets, ce qu'on appelle voilà, une arme létale, qui est vraiment un objet qui est fait pour blesser, pour tuer. L'épée, en l'occurrence, naît véritablement avec la métallurgie. Et donc, je me suis interrogée en disant, mais qu'est-ce que ça signifie? Et ça signifie évidemment des choses sur la guerre elle-même. Ça signifie aussi, c'est intéressant parce que ça signifie un système organisé. C'est-à-dire que dans mon livre, je ne dis pas que la guerre naît avec l'âge du bronze. C'est pas une naissance, c'est pas comme si tout d'un coup les hommes étaient pacifiques avant, puis pouf, on invente l'épée et puis c'est la guerre. C'est la naissance de la guerre. C'est pour ça que le titre, le jour où l'homme inventa la guerre, on pourrait se dire, ah ouais, il nous raconte un petit peu des choses, mais c'est une manière de provoquer aussi. C'est un sous-titre qui invite à un débat intellectuel. L'épée et la métallurgie des alliages cuivreux, c'est intéressant parce que pour arriver donc dans l'atelier du bronzier, il va falloir du cuivre, il va falloir de l'étain, il va falloir du plomb, ou bien alors il va falloir du cuivre et de l'arsenic. Donc on va mélanger des métaux. Et ces métaux, ils n'existent pas forcément là où l'artisan travaille. Et quand il y en a un, il n'y a pas forcément deux ou trois.
Donc ça veut dire qu'il faut réunir des matières premières qui peuvent être très éloignées du lieu de fabrication et donc va se mettre en place tout un système, qui est un système économique d'approvisionnement avec des routes, avec des marchands. Il faut des experts qui sont les artisans bronziers eux-mêmes et tout ça, c'est porté par une économie, une société et des politiques qui contrôlent tout ça. Et on voit bien que la guerre, dans ce système particulier, occupe une place importante. Et ce, quel que soit le régime politique, on a l'habitude d'identifier. C'est-à-dire que les régimes politiques étatiques qu'on voit au Proche-Orient et qui se développent à ce moment-là ne sont pas les modèles, par exemple, de l'Europe occidentale. Mais dans les deux cas, on a des modèles politiques et économiques qui accompagnent le développement de cette métallurgie. Et cette métallurgie, elle intègre la question de la fabrication des armes et donc de la guerre intégrée à ces politiques particulières. Et ça, ce système-là complexe, d'une société complexe, très hiérarchisée, avec des tâches de chacun et un rôle majeur à la fois de l'artisan et du guerrier, ça, je pense que c'est une nouveauté de l'âge du bronze assez forte. Et dans ce cadre-là, la guerre joue un rôle, cette nouvelle forme de guerre. Et donc voilà, ça c'est intéressant parce que le système âge du bronze, on peut pas en éliminer ce volet guerrier. Il est au cœur du système. Je vous cite, la naissance de l'épée signe l'affirmation de la guerre comme fait social total, dans la mesure où chacun dans ce système est assigné à un rôle, à une tâche. Avec l'épée, les combats rapprochés et la guerre naît également et logiquement les guerriers. La naissance de l'épée est associée à l'âge du bronze. Surtout, il y a une investigation de votre part où il y a moins d'indices sur l'existence de la guerre dans le paléolithique et après le processus de néolithisation, nous avons les moments clés de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Quelles sont les transformations dans ce âge? Alors c'est difficile parce que pour le paléolithique, en fait, toute la question c'est de savoir de quoi on parle. Sur la question de la violence et sur la question de formes de conflits intégrées ou organisées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de guerre au paléolithique. Moi, archéologiquement, je trouve que c'est difficile d'être affirmatif avec les données de l'âge. Pour le néolithique, on a des traces de violence marquées, y compris de massacres. Est-ce que pour autant on a un système guerrier intégré? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'une fosse avec des gens massacrés, je ne sais pas si ça suffit pour signifier la guerre. C'est tout ce qu'on disait tout à l'heure entre la question de la donnée archéologique et de son interprétation, de sa mise en récit. Après, il faut peut-être faire des hypothèses. Moi, ce que je sais, c'est que je suis métallurgiste et que la naissance d'un objet comme l'épée paraît être un signe clair. C'est-à-dire que ma documentation, là, elle me dit quelque chose. Et donc, si j'écoute ma documentation, je me dis, OK, là, il y a un point de repère qui est hyper important dans ce que l'on pourrait appeler une course à l'armement, et que cette course à l'armement, elle est synonyme, en quelque sorte, d'un système guerrier plein et effectivement d'une combinaison d'acteurs qui jouent les uns avec les autres. Tout à l'heure, je les mentionnais, c'est-à-dire que c'est la rencontre entre effectivement le marchand qui va apporter le métal, l'artisan qui va fabriquer l'épée, le guerrier qui va l'utiliser et qui doit être formé, parce que si votre artisan il vous fait une mauvaise épée, c'est un risque quand même sur le champ de bataille, c'est pas sympa d'aller avec une mauvaise épée sur le champ de bataille. Si vous n'avez pas été formé, vous allez en faire quoi de votre épée? Vous n'allez pas savoir l'utiliser. Donc il faut apprendre à utiliser cet outil. Et ça n'a de sens que finalement, si ces rencontres-là sont faites. Et ces rencontres-là, elles sont faites et elles se font parce qu'effectivement, la société porte cette réalité-là. Donc
c'est par déduction, à partir d'un objet signifiant très fortement, qu'effectivement on peut faire une proposition d'un moment clé dans l'histoire de la guerre. Dans ce moment clé, é, il y a une question que nous avons formulée dans la thématique de troisième rencontre. Que guerre fait l'homme, genre masculin. Il y a dans ces faits une division de genre identifiée dans ce processus. La guerre est faite pour les hommes. Alors, ça, c'est une vraie question. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, moi, je suis rentrée dans la thématique sur la guerre. Et si on veut parler déjà des hommes et des femmes qui travaillent ces sujets-là, c'est très genré. C'est-à-dire que, en général, c'est pas un sujet d'étude pour les filles ou pour les femmes. Euh, c'est essentiellement au départ, c'était surtout, et ça reste, hein, un sujet qui est surtout traité par les hommes bien plus que par les femmes. Donc on va dire la première question homme-femme, on peut la trouver y compris finalement sur celles et ceux qui font ou ne font pas le sujet. Moi, j'ai pas fait exprès, alors je ne sais pas si ça compte ou pas, mais bon, de fait, j'y suis maintenant, donc je travaille sur le sujet. Concernant qui pratique la guerre, ce que la documentation archéologique donne à voir, parce que je pense que c'est important comment dire, de prendre d'abord en considération la documentation archéologique, même si il y a toujours une phrase en archéologie qui dit que l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence, ou inverse, enfin bref. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas quelque chose que ça n'existe pas. De fait, c'est les lacunes que j'évoquais tout à l'heure. Il n'empêche que concernant les sociétés bronzières, pour l'Europe occidentale au moins, et même pour ce qu'on voit en Méditerranée, j'ai commencé à regarder du côté de la Chine, du Japon, c'est pareil, c'est-à-dire que la guerre à cette époque-là est clairement et visiblement organisée par les hommes, portée par les hommes et faite par les hommes. On est dans une société, dans les sociétés d'ailleurs bronzières, les sociétés de l'âge du bronze, on voit bien, on est plutôt dans des sociétés d'affirmation de la figure masculine et de la domination masculine. Les représentations, je pense aux pétroglyphes qu'on a en Scandinavie. Vous avez des représentations, c'est la couverture du livre dans son édition française de 2018, parce qu'il y a une édition en langue anglaise en 2021, où là il y a une épée, mais sur l'édition en 2018, sur la couverture, vous avez des hommes qui s'affrontent. Et ils s'affrontent, ils ont une épée au poing, ils ont une hache, et ils sont ityphaliques. Donc ils sont dans une représentation avec une exaltation de la figure du guerrier, de leur virilité. Euh, c'est pas du tout une image qui est liée à la femme. Et chaque fois qu'on a une association d'épée avec un individu, par exemple en contexte funéraire, bah, c'est toujours un homme. Donc on peut essayer de chercher la femme, mais on la trouve pas. Donc en l'état, euh, et ce qu'on l'on a pour l'âge du bronze, c'est effectivement des guerriers masculins et pas des femmes. Pour l'âge du fer, ben, on reste plutôt dans ce schéma-là. Alors, on a à l'âge du fer, par exemple, des sépultures princières féminines. On va penser à la princesse de Vix, mais elle n'a pas d'épée, la princesse de Vix. Alors, on dit, ben, les femmes avaient du pouvoir. Je ne sais pas si les femmes avaient du pouvoir. Elles avaient en tout cas des tombes riches. C'est pas parce que vous avez une tombe riche que vous êtes une femme avec du pouvoir. Ça veut dire que économiquement, vous avez eu une place et que vous êtes suffisamment importante dans la société pour avoir une tombe effectivement très riche. Mais ça ne veut pas dire pour autant ni que vous êtes une guerrière, ni même que vous êtes une femme politique importante. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'est l'égalité ou à ce qu'est la notion de pouvoir. Parfois on dit que dans les sociétés, par exemple, de chasseurs-cueilleurs, j'entends les ethnologues qui disent ah oui, mais ça, ce sont des sociétés égalitaires. D'accord? On ne fait que échanger des biens et des femmes. Moi, ça me fait sourire. Je me dis, bah, si on échange des femmes, c'est peut-être quand même pas un signe d'une égalité totale. Parce qu'on échange des femmes, on n'échange pas des hommes de la même manière, donc il n'y a pas égalité.
il y a un système différent, mais c'est pas égalité. Quand la femme est réduite à être une monnaie d'échange entre deux camps, deux familles, c'est pas une égalité. Je vous cite, l'épée de l'arme, l'arme incarne le guerrier signe la guerre suppose la société de guerre, et la société de l'âge du bronze européenne déclare donc qu'elle a inventé une guerre dans sa forme la plus aboutie, sa forme la plus aboutie. Passer pour la fin, je voudrais faire deux questions. Une première, en synthèse, quelles sont les raisons pour la guerre? La guerre est faite par l'homme, pour l'homme, dans ces contextes de naissance. Et quelles sont les raisons? Alors, les raisons, on a enfin, plein de chercheurs ont regardé quelles pouvaient être les raisons, effectivement, de guerre. Alors, on essaie d'en chercher. Il y a des guerres. euh, Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on dit que c'est un système intégré, d'équilibre, pour pas être envahi. On maintient une forme d'équilibre qui passe par ces questions de puissance, de pouvoir, de guerre pour les sociétés, justement, la proto-histoire. On intègre dans ce schéma du pourquoi des questions, on va dire, liées au résultat des néolithisations, de cette économie de production qui se met en place dans un certain nombre de régions du monde, dont l'Europe occidentale, dont le Proche-Orient, et finalement dans toutes les sociétés qui deviennent des sociétés bronzières et guerrières. C'est-à-dire que on se sédentarise, on accumule des richesses. Donc il y a ce côté, donc il y a des territoires qui se mettent en place. Donc il y a la question de défense de son territoire, d'attaque du territoire de l'autre, la possession de biens, la préservation ou la volonté d'enrichissement en allant sur le territoire des autres, qui sont finalement des raisons qui traversent le temps. Il n'y a pas l'âge du bronze ou même le néolithique. On peut se dire que les raisons de combat sont des raisons que l'on trouve de manière assez universelle depuis cette date-là. Alors on peut y introduire des questions de croyance, des questions religieuses pour imposer un point de vue. Ça peut être aussi, on a connu des raisons de guerre, c'est-à-dire vouloir que l'autre pense à l'identique de soi-même ou qu'il soit combattu parce qu'il ne pense pas comme soi. C'est-à-dire qu'on est dans cette question finalement de l'altérité, qu'on accepte ou qu'on refuse. La question d'être dans un lieu et de vouloir préserver ses frontières ou les agrandir. Avoir une richesse que l'on garde en l'état, que l'on protège ou que l'on veut augmenter. On est dans cette alternative-là. Et puis après, il y a probablement des raisons qui peuvent être différentes et que l'on mesure peut-être pas complètement quand on est archéologue. Parce que quand on est archéologue, on a la donnée matérielle qui exprime la guerre. On n'est pas dans la tête des gens de l'époque. Et même s'ils ont l'air de nous ressembler, parce que justement, une épée, c'est une épée, un chantier de bataille, ça a l'air de ressembler à ce qu'on peut imaginer comme étant un chantier de bataille. Donc ils ont l'air d'être nous. Et peut-être qu'il faut avoir une vigilance, une méfiance en disant, mais peut-être qu'il y a des éléments quand même qui nous échappent parce qu'ils ne sont pas tout à fait nous. Il y a 3500 ans et qu'il y a 3500 ans, y compris là où on habite aujourd'hui, eh ben c'est pas pareil. Donc, il y a probablement des éléments qui nous échappent, il faut continuer à chercher, peut-être à se tromper, parce que c'est pas grave quand on se trompe dans la recherche, mais oui, les raisons de guerre sont à la fois très ordinaires, très classiques, et peut-être un peu particulières pour ces époques. Parfait. Et la dernière question, c'est une provocation. Dans les Allez, premières soyons, lignes soyons provocateurs. de Pardon, Tricytropique, je vous écoute. Claude Lévi-Strauss a parlé, vous avez cité,
J'aime les voyages et les explorateurs. Et Eh oui. je peux parler que ce livre, Par les armes, les premières expressions pour votre part est j'ai ou vous haïssez les guerres et les guerriers. Euh, Mm. Voilà. E se é possível, dans la perspective d'une archéologue, je sais que vous avez parlé qui est spécialiste en métallurgie. Il n'y a pas une ambition théorique en ensemble, mais il y a un vol théorique, une compétence, une capacité de faire une réflexion théorique dans ce livre. Pour vous, c'est possible d'avoir une société pacifique? Quelles sont les conditions pour vous pour une société de paix? Ah, c'est vrai que c'est une vraie provocation. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai mis cette phrase, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai pas fait exprès d'aller étudier la guerre, ça c'est clair. Et en même temps, je le dis quelque part, crois que c'est dans l'introduction, je crois que le chercheur, l'intellectuel, il a un devoir, quand un sujet vient à lui, de ne pas l'éviter. Il est là, il est sous son nez, il est dans le laboratoire des objets qu'il étudie, et donc il est là. Euh, Après, il y a une position évidemment de la personne, c'est-à-dire que comment, oui, moi, j'ai pas une empathie particulière pour le guerrier, ça me fascine pas. La violence humaine ne me plaît pas. Euh, Moi, j'exalterai pas le guerrier. Je me souviens dans un de mes séminaires d'avoir parlé avec un étudiant qui, lui, c'était un étudiant qui avait déjà un certain âge, qui revenait à l'université et qui avait été militaire par le passé et qui m'expliquait qu'il y avait une espèce comment dire, d'exaltation. Lui, c'était un choix, c'était pas un gamin envoyé au front parce que les grandes personnes autour de lui avaient décidé de provoquer la guerre. C'était un choix qui lui était personnel. Et il y avait un certain engouement, j'allais dire, une certaine jouissance à aller sur le terrain de guerre, l'exaltation d'être avec ses camarades, d'aller au combat. Euh, et je sais que bon, dans les jeux vidéo aussi, hein, il y a une exaltation de la guerre, de certains combats. J'avoue que moi, personnellement, j'adhère pas du tout à ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de profondément pacifiste, ce qui est un paradoxe quand on travaille sur la guerre. Moi, je rêverais que les humains soient capables de discuter, d'échanger, de se mettre autour d'une table pour régler leurs différends sans avoir envie d'aller cogner sur l'autre, sans lui envoyer des bombes et des drones, sans prendre jamais les armes, et que le sujet que j'ai traité dans ce livre devienne un sujet qui appartienne au passé et qu'on n'ait plus jamais à le traiter en fait. Ça, c'est mon aspiration la plus profonde. En même temps, quand je regarde euh, finalement l'histoire au long cours, au-delà de la spécificité qu'on peut voir se dessiner à l'âge du bronze, en Europe ou dans telle région à telle période, on a des spécificités de guerre. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce de dimension dans l'humain qui comporte une part de violence qui l'organise et qui le transforme en guerre. Et je ne sais pas s'il est capable de vivre sans la guerre. Et c'est triste parce qu'il paraît qu'on s'appelle Homo sapiens. Nous sommes des sapiens. Et donc normalement, on devrait être sage, on devrait réfléchir, on devrait être capable de discuter, on devrait être capable de tirer les leçons peut-être de certaines horreurs, certaines atrocités qui sont proprement et humainement insupportables. Euh, voilà. Et moi, j'arrive pas à comprendre effectivement qu'on puisse avoir suffisamment de violence en soi, suffisamment de haine en soi, suffisamment de rejet de l'autre pour avoir la force de vouloir le tuer. C'est une dimension qui m'échappe complètement. Donc, je voudrais croire que l'homme est capable. Je ne sais pas s'il peut y arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas une réponse, hein, mais je ne sais pas.
J'aimerais. Faisons un Ah, vœu pour la nouvelle année. Ce serait bien, ça ferait déjà, ça nous fait quelques conflits à résoudre, quelques différences entre les hommes et quelques violences qui continuent à persister dans le monde qui est le nôtre, hélas. parfait. Merci beaucoup, Anne Lehoff, pour votre entretien. Merci beaucoup.